leader Mohamed Hamdan Daglo, accusing him of atrocities in Sudan and barred him and his family from traveling to the U.S. and freezing any U.S. assets he might hold. Washington as well sanctioned 7 RSF-owned companies located in the United Arab Emirates. It was noted that the U.S. had previously sanctioned other leaders as well as the army officials. However, this happens to be the first time Washington is sanctioning Daglo, known as Hemiti, as attempts to bring the two sides to talks continued, an attempt that has failed in recent months. In response, RSF spokesperson asserted, and I quote, "America previously punished the great African freedom fighter Nelson Mandela, which was wrong. Today, it is regarding those who started the war by punishing RSF leader General Mohamed Hamdan Daglo, which is also wrong." End of quote. The U.S. Secretary of State, Blinken, in a statement, noted that both warring factions bear responsibility for the violence and suffering in Sudan and lack the legitimacy to govern a future peaceful Sudan. On April 15, 2025, the Sudanese Armed Forces and the Rapid Support Forces launched a conflict of unmitigated brutality that has resulted in the world's largest humanitarian catastrophe, leaving 638,000 Sudanese experiencing the worst famine in Sudan's recent history, over 30 million people in need of humanitarian assistance, and tens of thousands dead, the statement revealed. We now focus on an analytical report where President John Dramani Mahama was sworn in for a second term on Tuesday in Ghana during his inaugural address to highlight Ghana's place in a rapidly changing global landscape shaped by shifting alliances and the rising influence of emerging economies like the BRICS bloc, a remark that resonates with the current realities of the country and leaves us wondering if Ghana is willing to join the BRICS. Here is an in-depth analysis in this report. In a ceremonial inauguration at Independence Square, President John Dramani Mahama officially began his second term on Tuesday, emphasizing the shifting dynamics of global alliances and the implications for Ghana. The world in which Ghana exists today is not the same the world in which we have lived under in other presidencies, Mahama stated during his address, pointing to escalating tensions and evolving geopolitical landscapes. Mahama highlighted the growing influence of BRICS, a bloc of emerging economies comprising Brazil, Russia, India, China, and South Africa, recently expanded to include 5 more nations. The coalition, representing 40% of the global population and 35% of the gross domestic product (GDP), has become a powerful force in reshaping global economic governance. In 2023, the BRICS percentage of global gross domestic product was 33.7%. He noted, "What does this mean to us in Ghana? What could it mean for our economy? Where do we fit in this geopolitical maelstrom?" The president urged Ghanaians to consider the implications of this shift for a nation's economic strategy. Ghana's economy, valued at $76.37 billion in 2023, saw 3.8% year-on-year growth in the fourth quarter, including oil and gas sectors, with non-oil growth at 3.4%. Mahama's re-election in December with 56.7% of the vote underscored public confidence in his leadership. Alongside him, Vice President John Nana Akufo-Addo was sworn in, making history as Ghana's first vice president. Making history as Ghana's first female vice president. The inauguration was attended by over 20 African leaders, including Nigeria's Bola Ahmed Tinubu, chair of the Economic Community of West African States (ECOWAS), who underlined that West Africa is indeed capable. It should be recalled that outgoing President Nana Akufo-Addo, in his farewell address, urged continued vigilance amidst regional instability. Mahama's speech reflected his commitment to navigating Ghana through complexities of a changing global order, aligning economic strategies with emerging trends to ensure sustainable growth. As Ghana steps into this new era,
Mahama's focus on global dynamics signals a forward-looking vision for the country's role on the international stage. Revisiting the moment in Ghana following the historic January 7 presidential inauguration of John Dramani Mahama into office, Ghanaian citizens voiced their expectations as he begins his new term as president. The citizens indeed called for reforms within the system to overturn the nation's economic challenges. Let's get some of the reactions. I'm expecting the president-elect to do very well for the country. I have worked with him closely before, so I know what he can do for the country. People are expecting greater things, and I want to assure all Ghanaians that he will do great, he will deliver, and then whatever he says he has promised, he will deliver. Now that we have a new president, we don't want any big thing from him. All that we wanted from him is to recover all the loot the elsewhere government has taken. And with all that, we can settle our debts, pay our local debtors and foreign debtors and all those stuff. So this current president, that's all that we want from him. If not at all, he can't do anything. He should recover all the loot the Achi mafias are stolen from us. That's all. Our Savior has come in the name of His Excellency John Dramani Mahama. 3 areas that I want him, if he listens to us, to take care of. Education. As I stand here, I'm a teacher. The free senior high school they have brought, we started with progressively free. But they said no, it should come now. We are feeling it. Headmasters cannot even talk again. Students are suffering. The health sector, it should also be improved. And one last place is about agriculture, food. Colorful moment indeed in the nation's history. Unto Liberia, still in West Africa, the nation's president Joseph Numa Boakai has called on diaspora Liberians to play a pivotal role in rebuilding the nation, urging both action and investments. He made the remarks recently during a farewell event marking the end of the Liberia Diaspora Return 2024. Here is the rest of that story. Liberian President Joseph Numa Boakai has urged Liberians living abroad to actively contribute to the development of their homeland. Speaking at the farewell event on January 3, 2025 at the Executive Mansion in Monrovia, he emphasized the critical role of the diaspora in shaping Liberia's future. This time has come to think boldly and act actively. This time has come to think boldly and act decisively, President Boakai stated, calling for investments, expertise and ideas from Liberians abroad. He assured them of a conducive environment, highlighting improved security, infrastructure and a commitment to the rule of law. President Boakai announced the first ever Liberian Diaspora Conference, scheduled for April 2025 in Washington, D.C., as a platform for strategic engagement. The event will include African Americans and other stakeholders with cultural and historical ties to Liberia. Gratitude was expressed for the diaspora's contributions, particularly through remittance, which remain a vital lifeline for families in the country. The president also appealed to prioritize the legacy being created for future generations, saying, "We owe it to them to build a Liberia where opportunities abound." In closing, President Boakai encouraged Liberians abroad to think Liberia, love Liberia and build Liberia, emphasizing unity and renewed commitment to the nation's progress. Of course, all that in the spirit of Ubuntu. Now to culminate this first segment of this bilingual news, onto relations between Somalia and India. Delegation from the Indian Embassy in Kenya recently visited Mogadishu to revolutionize the visa application process for Somali citizens. The move is in a bid to enhance bilateral ties. In a strategic move to deepen mutual relations, an Indian delegation in Mogadishu recently seeking measures to simplify the visa application process for Somali citizens, a move that enabled relations between the both countries to significantly enhance.
Speaking at a press conference alongside the visiting Indian delegations, Somali Foreign Minister Moualim Fiki disclosed that the government has dedicated the last 6 months to developing a new visa system. The system is set to simplify the application process, reduce bureaucratic hurdles that have previously made travel difficult for Somalis. He noted that one of the primary objectives is to end the practice of Somalis having to travel to countries, often at inconveniences, just to secure medical visas for treatment in India. It's worth noting that the significant step would not just facilitate medical travel, but also to bolster educational and business exchanges between the two nations. The system includes digital application processes, faster processing times, and clearer criteria for visa issuance. The visit, however, underlines India's commitment to supporting Somalia in its reconstruction and development efforts, particularly in the health sector, education, and as well capacity building, as they express optimism about the potential for increased cooperation and mutual benefits from the streamlined visa process. On Tuesday, Somalia's Moualim Fiki received the senior officer from India's Ministry of Foreign Affairs, Surek Kumar, and discussed opening diplomatic mission in the capital, Mogadishu. Thank you so much, Bukamarambi. And it's on that note that we end the first segment of this news. Like we mentioned before, it continues in the French language. Bon après-midi, une fois de plus. And thank you so much, Njix. Mesdames et messieurs, il est 12h13 à Kinshasa, 11h13 à Ouagadougou et le tour de l'actualité pour cette édition bilingue s'ouvre sur la RDC. Dans le pays, la pression se resserre autour du M23, très actif à l'est du pays. Après son offensive dans la localité de Massissi, le mouvement rebelle a été interpellé par Washington, appelé à un retrait immédiat par Matthew Miller, porte-parole de l'État américain. Cette pression internationale intervient dans un contexte de tensions récurrentes. Les explications de Nguéné. La prise de la localité de Masisi, située à environ 80 km au nord de Goma, la capitale de la province du Nord Kivu, ne laisse personne indifférent. Encore moins, la communauté internationale au premier rang desquelles les États-Unis qui intensifient la pression sur le groupe rebelle. Dans une déclaration publiée ce 6 janvier 2024, Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain, dénonce les flagrantes violations du cessez-le-feu, appelant à un retrait immédiat du M23. Cette pression internationale intervient dans un contexte où le processus de Luanda peine à produire des résultats concrets, malgré la mise en place, en novembre 2024, du mécanisme de vérification ad hoc renforcé à Goma. Les partis en conflit continuent à s'accuser mutuellement. Si Washington insiste sur la nécessité pour la RDC et le Rwanda de respecter leurs engagements dans le cadre du processus de Luanda, sur le terrain, la situation reste critique. Après l'actualité des États-Unis avec la RDC, c'est au tour du Soudan. Les États-Unis viennent officiellement d'adopter une nouvelle série de sanctions contre les forces de soutien rapide accusées de génocide au Darfour, principalement visées par le département d'État américain Mohamed Hamdan Dagalo, le chef des FSR. Ces sanctions, qui concernent le gel des avoirs des concernés, sont également élargies à 7 entreprises ayant partie liée avec les FSR, accusées de participer à leur financement et à l'achat d'équipements militaires. Guinée nous en dit plus. Sur les braises ardentes du conflit au Soudan, l'ingérence américaine, avec une fois de plus les forces de soutien rapide prises pour cible. Dans un communiqué publié ce 7 janvier 2025, le département d'État américain pointe du doigt et accuse le commandement des FSR d'avoir commis un génocide au Darfour. La qualification de génocide est établie selon Washington sur la base d'informations faisant état du meurtre systématique d'hommes et de jeunes garçons, ainsi que du viol ciblé de femmes et de jeunes femmes du fait de leur origine ethnique. Principalement visé, Mohamed Hamdan Dagalo, sanctionné par le département d'État américain, lui qui de toute évidence emporte la pleine et entière responsabilité. Nous sanctionnons le chef des forces de soutien rapide FSR pour son rôle dans les atrocités systématiques contre le peuple soudanais. En outre, Imeti et les membres de sa famille immédiate ne sont pas autorisés à entrer aux États-Unis. Également sanctionné par les États-Unis, cette entreprise ayant partie liée avec les forces
de soutien rapide et accusés de participer à leur financement et à l'achat d'équipements militaires. Toutes ces sanctions entraînent un gel des avoirs, détenus directement et indirectement par les personnes et entreprises visées, ainsi que l'interdiction pour les entreprises et les citoyens américains de commercer avec les sanctionnés. Elle limite également la possibilité pour Emeti et les entreprises concernées d'utiliser le dollar dans leurs transactions, au risque de voir les entreprises qui recevraient de tels paiements tomber à leur tour sous le coup de sanctions. Merci à vous, Nguéné, pour ces points sur ces actualités. C'est au tour de l'Afrique de l'Ouest. Pas de répit pour l'armée burkinabé. Associée à d'autres forces de défense, celle-ci a mené une offensive contre les groupes armés terroristes du 28 décembre 2024 au 6 janvier 2025. Après des frappes aériennes et terrestres, plusieurs ennemis ont été mis hors d'état de nuire. Un arsenal de guerre important et une grande logistique ont été récupérés. Des précisions de Basilekin. Un début d'année mouvementé au pays des hommes intègres. De façon conjointe, l'armée burkinabé, les volontaires pour la défense de la patrie, en abrégé VDP, le 7e bataillon d'intervention rapide, ainsi que d'autres forces de défense, ont mené du 28 décembre 2024 au 6 janvier 2025 une série d'opérations terrestres et aériennes à caractère offensif dans le pays, notamment dans la région de la boucle du Mouhoun et au nord du pays. Ces opérations se sont soldées par la neutralisation de nombreux terroristes, la destruction des bases terroristes et la récupération de la logistique de guerre. En effet, le samedi 28 décembre 2024, dans la région de la boucle du Mouhoun, après une intervention des combattants du groupement des unités mobiles d'intervention, plusieurs terroristes ont été neutralisés. Le 30 du même mois, l'anéantissement d'une cellule terroriste et la saisie d'un important lot de matériel de guerre à Bonza, près de Zolenzo, par les volontaires pour la défense de la patrie ont été effectifs. Entre le 31 décembre et le 6 janvier 2025, le 7e bataillon d'intervention rapide a mené une traque implacable et foudroyante contre les groupes armés dans la localité de Morlaba, région du Kénédougou, à travers des frappes aériennes qui ont détruit des véhicules des fuyards et des bases d'ennemis, permettant ainsi de récupérer un arsenal de guerre. La réussite de ces différentes opérations qui ont permis de mettre hors d'état de nuire un nombre considérable de rebelles représente pour le Burkina Faso et sa population un espoir de retour à la paix et la sécurité. Alors que le Faso fait face à d'autres défis, l'abnégation des forces de défense et le courage des VDP mettent en lumière un symbole fort de résilience face à la menace terroriste. Merci à vous, Basilekin. Et les bonnes nouvelles se poursuivent en Afrique de l'Ouest. En prêtant serment le 7 janvier 2025, John Dramani Mahama vient signer une nouvelle page du Ghana. C'est du moins ce que laisse présager l'immense foule qui est venue prendre part à ce rendez-vous ainsi que les réactions des populations recueillies. Des précisions avec vous, Fonnoira. C'est dans un stade archi-comble d'Accra et devant des foules en liesse que John Dramani Mahama prend fonction ce 7 janvier 2025. Le nouveau président prend à bras le corps le nouvel enjeu et les nouveaux défis qui l'attendent. Nous avons foi dans la capacité du Ghana à surmonter, à exceller et à réussir à ce point cette réinitialisation qu'il sera difficile d'imaginer une époque où cela n'était pas le cas. Aujourd'hui, nous célébrons une nouvelle administration et annonçons une ère sans précédent d'opportunités et de transformation. Ces déclarations du nouveau locataire de la State House sont une lueur d'espoir pour un peuple qui aspire à des lendemains meilleurs du Ghana. Je m'attends à ce que le président élu fasse de très bonnes choses pour le pays. Les gens attendent de plus grandes choses et je veux assurer à tous les Ghanéens qu'il fera de grandes choses. Il tiendra ses promesses. Pour cet habitant, l'élément principal porte sur la restitution de l'argent détourné. Maintenant que nous avons un nouveau président, nous ne voulons pas grand-chose de lui. Tout ce que nous voulons de lui, c'est récupérer tout le butin que notre gouvernement nous a volé. Et avec tout cela, nous pouvons régler nos dettes, payer nos débiteurs locaux et étrangers et tout ça. Cet enseignant voit à la prise de pouvoir de John Dramani Mahama la venue d'un messie.
Notre sauveur est venu au nom de son Excellence John Dramani Mahama. 3 domaines préoccupent et dont la nouvelle équipe doit s'occuper. L'éducation. Nous avons commencé avec une gratuité progressive, mais ils ont dit non. Les étudiants souffrent, le secteur de la santé doit également être amélioré. Et un dernier point concerne l'agriculture et l'alimentation. Il faut dire que dans son nouveau bail avec la nation ghanéenne, le chef de l'État devra mettre un accent, entre autres, sur la relance économique, la lutte contre la corruption, le taux élevé du chômage des jeunes. Des points importants pour un avenir meilleur du Ghana. Merci à vous, Fon Noira, pour ce compte rendu. Et de l'Algérie à la France, 3 influenceurs algériens ont été arrêtés en France du vendredi 3 au lundi 6 janvier pour avoir tenu des propos violents sur les réseaux sociaux. 3 autres ont fait l'objet d'un signalement auprès des autorités. Cette affaire a éclaté sur fond de fortes tensions entre la France et l'Algérie. Les précisions de nos correspondants. 3 influenceurs algériens ont été arrêtés ces derniers jours dans l'Hexagone après avoir diffusé des vidéos sur leurs réseaux sociaux appelant à commettre des violences ou des viols contre ceux qui critiquent le pouvoir algérien. Ces arrestations ont eu lieu à Brest, Grenoble et Montpellier. Il est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Brest selon la procédure de comparution à délai différé pour des faits d'apologie publique d'un acte de terrorisme commis au moyen d'un service de communication au public en ligne. Il a été interpellé à Échirol ce vendredi 3 janvier dans la soirée et placé en garde à vue pour menace de mort matérialisée par écrit, image ou autre objet commise en raison de la race, de l'ethnie, de la nation ou de la religion. Ces propos haineux, qualifiés d'actes terroristes par la justice française, sont d'autant plus inquiétants qu'il y a 10 ans, jour pour jour, le 7 janvier 2015, la rédaction de Charlie Hebdo était la cible d'un attentat perpétré par 2 terroristes. Aujourd'hui, Charlie pense à toutes les victimes de janvier 2015. À Frédéric Boisseau, à Michel Renaud, à Franck Brinsolaro, à Ahmed Merabet, à Clarissa Jean-Philippe, à Johan Cohen, à Philippe Braham, à François-Michel Saada et à Yoav Attab. L'autre grande source de discorde entre Paris et Alger ces dernières semaines est l'arrestation de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal par les autorités algériennes. L'auteur de 2084, La fin du monde, par manière totalement arbitraire, par l'histoire, entre dans une histoire qui la déshonore, a empêché un homme gravement malade de se soigner. Cette récente aggravation des relations entre la France et l'Algérie remonte à l'été 2024. Lorsque le président français, dans une lettre au roi du Maroc, Mohamed VI, a indiqué que l'avenir du Sahara occidental s'inscrivait dans le cadre de la souveraineté marocaine. En réaction à cette déclaration fracassante d'Emmanuel Macron, Alger a rappelé son ambassadeur à Paris. Ce territoire qualifié de non autonome par l'ONU oppose depuis un demi-siècle le Maroc au Front Polisario soutenu par l'Algérie. Mais pour Jean-Noël Barrot, ministre français des Affaires étrangères, si les relations entre l'Algérie et la France sont tendues, ce serait la faute d'Alger. Nous avons, en 2022, rédigé une feuille de route. Nous tenons à ce qu'elle puisse être suivie. Mais nous observons des postures, des décisions de la part des autorités algériennes qui nous permettent de douter de l'intention des Algériens de se tenir à cette feuille de route. Parce que pour tenir la feuille de route, il faut être 2. Ainsi, les espoirs d'un rapprochement entre Paris et Alger en 2025 sont bien minces. Et ce n'est pas la politique étrangère annoncée par Emmanuel Macron qui inversera ce cours. Et ce nouvel épisode crispe encore plus les relations franco-algériennes. Pour en savoir plus sur les relations entre Alger et Paris, voici les propos de Sofiane Gerbaoui, éditorialiste et spécialiste des questions internationales. Ça fait des années que l'Algérie demande la reconnaissance des crimes coloniaux. Il y a eu des débuts, je dirais, d'accalmie suite à la visite du président Hollande ou même du président Macron, avant même qu'il devienne président, où il y a eu la reconnaissance des crimes d'État. Et ça a été le cas, par exemple, pour les crimes qui ont été commis sur le sol français. Par exemple, le 61 octobre, le octobre 61, le 17 octobre 61 et autres événements. Il y a le début de reconnaissance des crimes de Guelma Kharata et Sétif. Maintenant, à côté de ça, on sait très très bien qu'il existe encore un très fort courant néocolonialiste et d'extrême droite qui aujourd'hui est un peu au pouvoir.
Mesdames, Messieurs, c'est la fin de For You Midi. Plus qu'un devoir, vous le savez, vous comptez l'actualité africaine et internationale est une vocation. À très vite pour les prochaines éditions sur votre chaîne d'information. On continue. Indeed, this on your Pan-African channel information continues, and we urge you to stay in company of our numerous programs. So have a great day.